Come on! Aujourd'hui, Edouard va nous parler de sa vision de médecin homéopathe, de tout ce qui s'est passé depuis un an. Et je me réjouis de t'entendre parce que je ne sais pas ce qu'il va nous raconter, mais ça va être passionnant. Merci et bonne... Merci Emma. Bon, après une telle introduction, ne croyez pas que je guérisse tout le monde, malheureusement j'aimerais bien, mais je dois tourner à un bon rythme, j'ai un bon taux quand même, mais sachez bien que malgré ma bonne volonté, je plante quand même des cas. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'envoie à l'un ou l'autre de mes étudiants qui souvent vont débloquer le cas, parce que, comme vous savez, la médecine avec le M majuscule, c'est une interaction avec le patient. On n'est plus dans la vision ancienne du patient sujet des soins, objet des soins, pour devenir justement sujet. Donc on dialogue, on essaie de comprendre comment on est arrivé à la maladie. Et bien des fois le dialogue ne passe pas et je n'arrive pas à capter. Et d'autres fois, la plupart du temps, c'est vrai, on va voir le petit détail qui va me mettre tout de suite sur la piste. Donc ça, c'est un entraînement à avoir. Ça nous apprend à penser. C'est un concept nouveau en médecine, de réfléchir. Mais vous verrez qu'on s'y fait relativement bien, sans trop de souffrance. C'est pas mal. Alors, je me suis dit ce soir, merci de m'avoir invité, Emma, et merci aussi pour l'hospitalité extraordinaire. Je suis vraiment très, très content. Et pour une fois, là, j'ai pas 3-4 personnes à gérer en face de moi qui vont m'interrompre à chaque seconde, donc ça fait du bien. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apporter comme éclairage pertinent, sachant que quand on devient homéopathe, et vous entendez bien qu'il ne s'agit pas de prescrire de l'homéopathie, mais c'est de devenir homéopathe. Quand on devient homéopathe, c'est vrai, Kent, un de nos grands homméopathes qui est mort en 1912, disait très bien que finalement on s'éloigne de plus en plus. Alors n'y voyez pas d'infatuation de ma part, mais c'est un petit peu finalement comme quelque chose que je ne pourrais pas faire dans cette existence-là, mais quand vous grimpez la montagne, vous quittez la vallée, les gens qui grouillent dans la vallée, et puis vous montez encore d'un cran, etc. Et vous apercevez forcément des paysages nouveaux que les autres ne veulent même pas regarder, bien sûr, et qui sont pourtant là. Et c'est toujours triste d'ailleurs de voir que nos confrères qui se sont juste donné la peine d'avaler ce qu'on leur a dit d'avaler pendant leurs études, ne se sont pas juste donné la peine de faire comme nous et de dire « Attendez les gars, nous on se fout à poil, on traverse et on va voir ce qu'il y a sur l'autre rive. » C'est quand même pas compliqué, mais même là, on nous jette des cailloux. Donc je me suis dit, ça serait intéressant de vous faire un éclairage de ce que notre compréhension de l'homéopathie nous apporte en matière de réflexion, à la fois sur la crise actuelle et à la fois sur la société et son niveau de putréfaction qui sous-entend le développement du coronavirus. Très brièvement, pour vous dire un peu l'actualité la plus fraîche, c'est que deux aspects que j'ai glanés aujourd'hui et qui me font tomber des nues. Le plus important, c'est qu'il y a un article qui est paru en Allemagne chez Die Welt, donc Le Monde allemand, qui montre que à travers 200 correspondances, 200 courriers qui ont été échangés entre le ministère de la Santé allemand et l'Institut Robert Bosch, pas Robert Bosch, Robert Koch, pardon, c'est pas les mêmes. Lui, Koch, il a envoyé à Patresse environ 10 et 20 000 personnes, parce qu'en voulant s'acharner, comme d'habitude, à imiter l'homéopathie, à cette époque, Koch a inoculé à ses patients de la tuberculine, donc si vous voulez du jus de tuberculose, et il a fait flamber la tuberculose chez environ 20 000 personnes qu'il a tuées, mais ces gens ont eu la chance de mourir scientifiquement, il faut savoir ce qu'on veut quand même. Et donc, l'Institut Koch donc, est l'équivalent de l'Institut Pasteur chez nous. Pasteur qui est un autre gredin, un jour, si vous voulez, je pourrais vous faire un topo détaillé sur ce monsieur. C'est juste effarant. Et donc, à travers 200 pages qui ont été divulguées, grâce probablement à l'action de Robert Fulmich, qui est un avocat qui les lâche plus et qui est en train de les attaquer pour l'abus patenté avec les tests PCR, qui ont servi d'outils pour instrumentaliser cette crise et à créer de toutes pièces, puisqu'on vit dans une épidémie où il faut des tests pour montrer qu'on est malade quand même.
Et si vous regardez quand même autour de vous, vous n'avez pas tous 5, 3, 10 décès. Voilà. Donc je compare ça à la peste de Justinien, mais vous imaginez bien qu'avec 30% de cadavres, c'est plus la même dimension. Or là, on est en train de chercher les morts, et on sait vraiment que les chiffres sont ridicules. Donc, pour en revenir à l'article de Die Welt, il montre que dès le mois de mars de l'année passée, le gouvernement allemand a exigé de l'Institut un modèle mathématique pour justifier les mesures préventives, je cite, et répressives à l'égard de la population, pour les justifier pseudo-scientifiquement. Alors, ça fait longtemps qu'en ce qui concerne la médecine, je l'appelle la médecine pseudo-scientifique ou autoproclamée scientifique. Vous verrez dans un instant pourquoi, ça fait partie de ce que je voudrais vous partager ce soir. Mais vous voyez que cette science n'existe plus dès lors qu'elle est entachée de conflits d'intérêts soit purement mercantiles, soit purement politiques, et le politique en fait un instrument. Alors, le premier qui avait compris ça dans l'histoire, c'est Auguste. Octave, si vous préférez, donc le neveu de César, avait très bien compris avec l'exemple de César qui s'était fait zigouiller qu'il fallait prendre les choses tout à fait autrement. Donc quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est une liste. Déjà, vous voyez, c'est lui qui a inventé la notion de la liste. C'est-à-dire que quand demain on viendra nous chercher à 2h du matin en frappant à votre porte et on va vous choper en pyjama pour vous embarquer, vous direz aux flics, mais pourquoi vous m'embarquez? T'es sur la liste. Et c'est justement ça qui est brillant, c'est de comprendre que les esprits inférieurs ont juste besoin de ça comme justification, de sorte que ça leur donne blanc-seing pour agir, littéralement. C'est de là que vient le mot, justement. Et je ne sais plus où je voulais en être, c'est que on se rend compte que rien n'a changé depuis le mois de mars. On ne sait pas sur quelle décision aussi trafiquée les gouvernements se sont appuyés pour utiliser la science comme alibi. Et donc, Auguste avait compris qu'il fallait absolument confisquer le pouvoir religieux pour avoir une justification religieuse au pouvoir qui se proposait de posséder dans sa totalité après avoir éliminé tous les opposants. Et la notion a perduré avec l'Empire byzantin, quand ils ont adopté le christianisme en mettant fin aux persécutions. Certes, c'était déjà une bonne chose, mais vous ne pouvez pas avoir coexistence entre une église et le pouvoir spirituel et temporel. Donc toujours, ça finit par dauber. Et aujourd'hui, on a une nouvelle église qui est scientiste, à la suite des gens délirants comme Auguste Comte, les matérialistes. Et on est aujourd'hui en train d'assister au résultat de cette monstruosité qui a évolué pour elle-même depuis une centaine d'années. Et ça va être très très dur d'arriver à sortir de ce merdier-là, parce que nous ne sommes pas préparés. Les gens qui nous ont plongés dans cette situation, et c'est vrai que décidément on ne choisit pas son ennemi, c'est l'ennemi qui vous choisit, ont bien des trains d'avance sur nous. Et au moins ça nous servira, je dirais, à nous regrouper dans un dernier baroud d'honneur entre les gens de bien, pour leur dire, nous on ne marchera pas. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc je ne sais pas quand ça va sortir, mais vous pensez bien que les médias, si on avait sorti ça réellement dans les médias, ça aurait été une bombe, mais tout est fait pour limiter les dégâts. Il serait intéressant aussi de mettre le parallèle avec M. Ferguson qui a dû démissionner. Vous savez qui c'est, hein, Ferguson. Ce petit salaud avait déjà fait des prédictions folles avec l'épidémie qui touchait les animaux, je ne sais plus ce que c'était, la fièvre afteuse. Il avait fait abattre des millions de bestioles strictement pour rien, etc. Et donc le même était quand même responsable de la prédiction de 400 000 morts en Grande-Bretagne, qui l'a ramené à 20 000 jusqu'en le début du confinement a commencé, quoi. Donc c'est très intéressant de voir comment en fait la science est totalement devenu un outil instrumentalisé. Au lieu d'avoir un mec qui va ouvrir le foie de poulet pour faire les prédictions, vous avez le gars qui va prendre son ordinateur et en deux jours, l'Institut Corps a pondu la simulation dont ils avaient besoin pour justifier les mesures. L'autre point à développer un instant, c'est que j'ai vu aussi que les Français ont acheté chez les Chinois pour un montant de 5,3 milliards d'euros de masques. D'accord ? Donc on a acheté pour 5,3 milliards d'euros de masques chez les Chinois, ce qui représente plus de 5 ans de fonds pour financer les soins en France, qu'on n'a pas dépensé. D'accord ? Vous mesurez quand même. Donc
on est dans une logique qui était attendue, que je dénonce depuis maintenant 30 ans, qui est celle de cette confiscation de la médecine par l'industrie. Je vais y venir dans un instant. L'autre point encore à vous souligner, c'est que vous irez sur le site de Kennedy Jr., que j'admire énormément. Et si quelqu'un le connaît, dites-lui de prendre Stramonium, quoi, pour son élocution, ça fait mal au cœur. Bon. Et bref, il explique dans un article que pas loin de 100% en fait, des testeurs du vaccin ont éprouvé des effets secondaires allant de moyens à pratiquement graves. C'est énorme. Tout ça est tu. Vous pensez bien, comme j'ai eu l'occasion de le dire, que Pfizer, par exemple, du jour au lendemain, après avoir versé 2,5 milliards d'amendes pour dire bon, on s'en tient là, on écrase le coup, pour avoir trafiqué les données de 13 médicaments différents, du jour au lendemain, nous sort une étude à 95% de réussite. Vous vous rendez compte? Même Staline n'osait pas. Même Staline n'osait pas. Et les mecs, ils arrivent, 95% de réussite, vous pouvez nous croire, c'est bingo, etc. Et aujourd'hui, du coup, on est dans la situation terrible que je redoutais, c'est qu'une fois que tout ça a été bâclé, avalisé par des données qui ne sont fournies que par Pfizer, qui nous laissent voir que ce qu'ils veulent, et à travers toutes les différentes institutions, à la fois européennes et puis tout le reste, la Suisse suit, on va se retrouver dans la situation où il va y avoir inversion de la preuve, c'est-à-dire que ça va être aux victimes de faire valoir qu'ils ont été massacrés par le vaccin. C'est ça qui est génial. Et je regrette, j'aurais voulu être grand bandit, vous voyez, je me serais bien vu dévaliser les coffres du Crédit Suisse, tout ça. Et en fait, là c'est pareil, j'aurais bien voulu être dans leur camp. C'est vraiment génial, parce que l'idée même d'imposer la vaccination à tout le monde pour les enfants, par exemple, ça permet justement de ne pas avoir de point de repère pour comparer la santé d'enfants vaccinés avec la santé d'enfants non vaccinés. C'est juste génial. Donc voilà. Et il y a une étude qui est parue d'un médecin américain récemment, où il montre évidemment la différence monstrueuse qui existe entre les deux cohortes d'enfants qu'on pourra faire comme ça. Il y a une étude allemande aussi qui a montré dans la différence, je crois c'est de 700% de différence de la survie de maladies chroniques. Bref, on se rend compte que le type qui a fourni l'étude récente publiée s'est retrouvé du jour au lendemain démissionné du board de médecine. Donc on est depuis déjà très longtemps dans une dictature. Donc avant d'arriver à mon sujet proprement dit, je voudrais déjà conclure mon introduction en vous disant que je pense qu'on est actuellement dans ce qu'on pourrait appeler une guerre mondiale de 5e type. On regrette le temps lointain où on arrivait dans un village, on brûlait, on égorgeait, on pouvait violer un peu, tout ça. C'était sympa, quoi. Non, c'est vrai. Vous lisez les hadiths du prophète, il égorge, il bute toute une famille, et puis le soir, la veuve est ravie de se donner au prophète, c'est merveilleux, etc. Donc, alors voilà, on n'a plus le côté au moins rustique et saignant. Et du coup, cette guerre de 5e type fait que vous ne connaissez même plus votre ennemi qui vous attaque. Première chose, c'est totalement furtif. Et deuxièmement, l'arme elle-même est quelque chose de simplement génial parce que, comme dans toutes les armes il y avait une époque où on avait un courage physique d'affronter l'adversaire en sortant son épée et puis en se faisant couper en rondelles. On a commencé les armes de jet, et puis là, c'est une arme de jet d'un missile de nouveau type. Le missile est inventé, c'est le coronavirus. On a pris un virus qui n'est capable éventuellement que de vous faire une petite grippe, un rhume, on va dire plutôt. Et ce vecteur, maintenant qui est au point, il va être capable de véhiculer tout ce que vous voudrez, et c'est ça qui est absolument génial. D'être arrivé, parce que pour moi, c'est évidemment une création humaine. Après, si elle a été lâchée tout à fait par hasard et que bien des gens ont profité de la situation pour l'exploiter, ou qu'elle a été délibérément lâchée à la nature, je ne sais pas, et je ne serai jamais dans le secret des dieux, mais on peut quand même avoir des doutes quand on se dit que dès le mois de mars, dès début du mois de mars de l'année passée, 2020, on s'est retrouvé avec un florilège de grands PDG qui ont soldé leurs actions, qui ont donné leur démission, qui se sont retrouvés au vert, etc. Donc il est évident quand même qu'à tout point de vue, il y a du moins toute une nébuleuse de personnes qui sont évidemment, eux, dans le secret. Donc, je vous recommande de voir cette interview du docteur Lee, elle s'appelle Lee Merritt,
que vous avez sûrement tous vu, hein, parce qu'on est tous les complotistes. Et je trouve que son éclairage est tout à fait brillant et a l'air d'être très bien branché. J'ai des amis à Taïwan qui m'ont exactement fait... J'ai sursauté parce qu'en fait, j'ai un vieil ami à Taïwan avec lequel je corresponds. Il fait de l'homéopathie et il enseignait à la fac et c'était un mec brillantissime. Et il a dit la même chose que ce que le docteur Merritt a dit. C'est-à-dire qu'à Taïwan, ils ont l'habitude de monitorer un peu ce que font les Chinois. Et dès lors qu'il y a des choses qui commencent à être gravement censurées, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors oui, aussi entre nous, c'est l'avantage d'être dans une dictature, c'est que vous savez que tout ce qu'on vous dit, c'est la réalité, c'est juste le contraire. C'est la force ou les avantages des systèmes dictatoriaux. Il y avait un mec comme ça, vous savez, sous Franco, il allait se plaindre à la poste parce que son timbre ne collait pas. Vous la connaissez, ça, non? Alors, il va à la poste et le postier, il prend le truc, il le mouille et le poste. Oh, excusez-moi, je crachais du mauvais côté. Et donc, cette polarisation et cette façon binaire de voir les choses, c'est caractéristique de la dictature. Et de la même manière qu'on va faire cette division entre tout le troupeau qui va suivre et les gens qui vont résister, c'est exactement ce qui se passe, une sorte de centrifugation par le mal. Et donc, Taïwan a remarqué que tout ce qui était censuré donnait des indices précieux sur le fait que probablement il s'agit bien d'une arme biologique. Hein. Le docteur Merritt est une spécialiste dans ce secteur. Pour elle, c'est une arme biologique. Et visiblement, les Chinois sont dans le coup. Vous verrez dans ma conclusion ce qu'on peut en penser. Le truc le plus délirant que j'ai noté, c'est que sous l'administration Obama, ils ont quand même accueilli à bras ouverts des gens de l'armée chinoise pour leur apprendre les techniques d'armes biologiques. Quand même invraisemblable, mais apparemment c'est vrai si j'en crois ce que me dit Madame Merritt. Si vous m'avez suivi jusque-là, c'était mon petit point de l'actualité. Je peux encore vous développer, mais le problème c'est que je suis à peu près intarissable. Ma femme me dit ta gueule, non, elle me dit poliment. C'est vrai que je suis un peu pénible. Maintenant, ce que je voudrais arriver à vous faire comprendre, c'est ma vision d'homéopathe, parce que l'homéopathie commence seulement à être confortée par les derniers développements scientifiques. Quand je dis les derniers développements scientifiques, Niels Bohr est quand même contemporain de Einstein. Vous savez, quand il a dit « mais enfin, Dieu ne joue pas au dé », et l'autre lui dit « mais qui êtes-vous pour dire si Dieu joue au dé ou pas ?» Parce qu'on a un affrontement entre les anciens et les modernes ici. Einstein était purement déterministe et puis finalement il est obligé de déchanter et d'en venir au monde quantique. Alors très brièvement, moi j'ai un lourd passif mathématique, j'étais passionné d'astrophysique, je faisais le con là-bas avec des copains à l'université, on étudiait certaines étoiles et une fois on s'est fait gauler parce qu'on était sur le point de faire une super publication parce qu'on avait trouvé du sodium dans une étoile qui n'était absolument pas supposée en avoir. Et une fois qu'on a repris tous les calculs, toutes nos visées, figurez-vous qu'on a dû ne pas publier parce qu'en fait, nos mesures avaient été polluées par une lampe à sodium qui était dans l'axe de notre visée, à 300 km de là, près de Nice, et qui nous avait pollué notre spectroscope. Donc voilà. Alors il y a ça, puis il y a le fait que, donc du coup, chimie, physique, et notamment à l'époque, on ne parlait pas encore de mécanique quantique à toutes les sauces. Un soir, je pourrais vous faire un petit exposé quantique sur la médecine, ça sera rigolo. Et donc, à cause de ça, on se rend compte déjà que la plupart d'entre nous, on est toujours dans cette perception qui est à la fois linéaire et déterministe. Linéaire, ça veut dire qu'on a l'habitude que quand on accélère, la voiture, elle accélère gentiment, ça continue d'accélérer. Et déterministe parce que on sait qu'on va arriver à telle heure à Paris si on part à telle heure d'ici. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et les découvertes du microcosme nous ont informé que en fait, la chaise sur laquelle je suis confortablement vautré est faite à plus de 99% de vide. Et l'autre léger problème que ça soulève aussi, c'est le problème de notre composition en elle-même. Est-ce que vous avez une idée de la quantité d'eau qui nous forme? De combien d'eau on est formé? 60, 80? En fait, on arrive à 99% quand on compte en mol.
nous sommes en fait des êtres d'eau avec quelques protéines autour. Et on est en train, grâce à un génie, j'ai son livre ici, je vous recommande sa lecture, je vous montrerai les livres peut-être à suggérer tout à l'heure. C'est le professeur Marc-Henri qui n'a pas trouvé le moindre contradicteur aujourd'hui, tellement sa pensée est juste incroyable. Il nous explique que, en fait, nous avons, en produits chimiques, nous sommes constitués d'à peu près 1,2% pour ce qui concerne les hommes, et pour les femmes, c'est un petit peu plus, 1,4%, ils n'ont pas exactement la même composition. Et ça fait marrer Emma. Je développe pas, je suis cool. J'aurais pu sortir les glands à venin. Et donc, la médecine chimique que nous connaissons ne s'adresse qu'à ces 1,2%, en négligeant totalement que nous sommes de l'eau. Quand on nous parle par exemple de l'ADN et que tous ces messieurs ne font qu'avoir des érections grandioses devant la double spirale de l'ADN et croire qu'ils vont bricoler les gènes, c'est grandiose de sottise à tous les niveaux. Premièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2000, ils nous ont fait le coup de « Ah, on va décrypter le génome, génial !» Pardon, vous avez entendu parler de la suite ou c'est moi qui suis devenu sourdingue entre les deux? Non? Et bien maintenant qu'on a décodé le génome, en fait, on se rend compte que toutes les thérapies que vont nous vendre les délirants comme le monsieur devant lequel j'étais l'autre soir, on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce que chaque fois qu'on va vouloir croire que la maladie vient d'un seul gène qui est déréglé, en fait, il y a plein de gènes à côté qui sont concernés. Il ne faut quand même pas prendre Dieu pour un con non plus. Et c'est aussi un point très essentiel qui concerne directement la notion de l'évolution telle que Darwin l'a vue et qui n'explique pas... là encore, on en a fait une notion quasi religieuse parce que c'est une visée progressiste dite de gauche qui va faire le développement du darwinisme. Et les intrications ici, philosophiques et morales, sont énormes. Je ne vais pas les soulever ce soir. Mais le problème est que, dans la mesure où la mutation d'un seul gène par hasard peut peut-être concerner la longueur du nez ou la manière dont vos cheveux sont frisés ou pas, ça ne peut pas expliquer l'évolution de l'espèce. Parce que justement, tous les gènes sont interconnectés entre eux. Et donc, on ne peut pas admettre qu'il y ait une succession de petits hasards qui vont bricoler et faire que ça a flotté dans le néant. Il y a forcément une interaction avec l'environnement, comme Lamarck, le pauvre, il s'était fait crucifier, l'avait dit, mais on va sûrement mieux comprendre les choses grâce à cette notion d'interpénétration des gènes entre eux. Des gènes entre eux, pardon. Ce qui fait bien sûr que toute thérapie génique est condamnée lamentablement à l'échec, mais ça, ils ne le disent pas encore tant qu'ils touchent les milliards de Bilou. Même Bilou se fait rouler, parce que ce monsieur machin, il lui a fait croire qu'il allait raser gratis demain, alors il reçoit ses millions, mais en attendant, il n'y a pas de résultat. Ça risque pas. Et l'autre point important à comprendre en fonction de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, nous sommes composés d'eau, et que cette eau, grâce à différents codages quantiques, alors c'est pour ça que je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais il y a des notions de spin, il y a des notions de conservation d'énergie, il y a des notions d'entropie. Je vous demanderai juste ce soir de me croire sur parole quand je vous expliquerai que l'eau qui est structurée dans nos cellules et autour des cellules, et notamment autour de l'ADN, c'est elle qui va réellement contrôler ce qui se passe dans la cellule et permettre l'expression des gènes ou pas, parce qu'on baigne dans l'eau, nous sommes de l'eau, juste de l'eau. Et donc s'acharner à vouloir voir le gène sans comprendre la structure d'eau qui est autour, c'est complètement délirant. C'est un peu finalement ce qu'on fait en cosmologie, où on sait que la matière qu'on voit représente même pas 5% de l'univers, mais on pense qu'on va vous expliquer comment l'univers évolue, parce qu'on croit comprendre ce qui se passe des 5% qu'il compose. Moi, je pense que ça craint. Mais l'intérêt ici, c'est pour ça que c'est sympa l'astronomie, on avait des théories qui nous montraient que les étoiles à neutrons risquent d'être quelque chose de structure cristalline. Eh bien, effectivement, ça nous fait une belle jambe. L'intérêt, c'est qu'on va tuer personne si on pense ça. Tandis que là, avec la médecine, c'est différent. Et c'est là que je voudrais juste rebondir en revenant sur la phrase qu'a dit l'autre soir M. Mélan. Il a dit « Mais vous êtes contre le progrès ». Vous vous souvenez de ça? Vous êtes contre le progrès. Quand je lui explique que le problème d'une médecine qui est purement basée sur une hypothèse ne pourra jamais accoucher d'un traitement efficace. Vous êtes devant quelque chose, l'être humain qui est constitué de 10 puissance 13 cellules, pardon, 23, je confonds avec le nombre d'Avogadro. Vous pensez sincèrement que vous allez comprendre comment ça se passe? Déjà, les gars qui conçoivent les Boeing, ils ne sont pas foutus de vous expliquer pourquoi en allumant des téléphones, ça se met à déconner dans les systèmes.
Et là, vous avez un mec qui va vous vendre qu'en bricolant, en injectant de l'ARN messager dans vos cellules, tout va très bien se passer. À un moment donné, quand même, il faut atterrir, les copains. Hein. Donc, j'étais juste en train d'expliquer que cette vision à la fois matérialiste et stupide, c'est presque un pléonasme que je fais là, non ? Et complètement étriquée parce qu'on a cru voir quelque chose dans un système qui a des milliards d'autres interconnexions, ça ne peut pas marcher, ça va forcément dauber, je suis donc contre le progrès. Ça ne lui est pas venu à l'esprit une seconde qu'on pouvait penser différemment, le mec. Sérieux, c'est quand même impensable. Et surtout, deuxièmement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il s'incarnait lui-même comme le progrès. D'accord ? S'il avait pu avoir une armure étincelante et un cheval blanc, le mec, il était là. Je dis ça en riant, mais ça vous permet de mesurer la gravité de la situation qu'est la nôtre, parce que nous sommes face à quelque chose de pire que la peste et le choléra, c'est ce qu'on appelle le messianisme. Et le messianisme, l'idée de base, c'est que ça peut être un messianisme comme le communisme, par exemple, dans lequel on peut considérer finalement le communisme comme la plus primitive des religions, puisque ça se transforme toujours avec une famille de dictateurs et des mecs déifiés comme les portraits de Marx et tout ça. Et à ce sujet, je vous recommande de visionner sur YouTube une excellente vidéo de Monsieur Riondel. C'est Bruno Riondel, il s'appelle, je crois. Bruno. Je vous montrerai ses livres que je suis en train de lire. Et il a fait une analyse percutante qui me servira pour ma conclusion. Et ces messianismes, tout comme aussi l'islam, qui est un messianisme aussi, dans l'idée de débarrasser le mal du monde. C'est-à-dire, si demain vous avez une recette, on vous dit, mais les mecs, vous achetez ma recette, et grâce à ma recette, on va débarrasser le monde du mal qui est là. Tous vous signez. C'est ça l'idée, finalement. Et pareil pour le communisme. Les parallèles sont toujours frappants entre tous les messianismes. Et donc là, le messianisme nouveau qui nous est servi, qui sort du bois, qui était sous-jacent, qui était en train de bouillir, ça fait 30 ans que j'en parle. Ce messianisme, c'est nous possédons la vérité, nous allons pouvoir guérir tout le monde. Et je suis vraiment, je n'exagère pas en paraphrasant ce qu'il disait, je suis le progrès. Je suis le progrès, ça mon nouveau vaccin, etc. Ces gens sont les plus dangereux de tous. Et de loin. Vraiment de loin. Parce qu'au nom de ça, tout comme l'islam a massacré des millions de gens et tout comme le communisme a massacré des millions de gens, au nom de cet idéal à atteindre un jour, tout est permis. Dans un cas comme dans l'autre. Et vous verrez que ces gens ne reculeront pas devant les millions de morts qui leur serviront de contre-exemple pour n'importe qui a encore les yeux ouverts, mais eux, ça fait longtemps qu'ils sont déconnectés dans leur idée globale de sauver l'humanité grâce à ce qu'ils ont compris. Donc ils ne reculeront pas devant le nombre de morts, et quand demain les millions de morts vont arriver, servis par les réactions adverses au vaccin, et probablement ce qu'on appelle les ADE, les effets les anticorps facilitateurs, et bien, ils estimeront que ça fait partie du prix à payer pour l'avancée du progrès. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade complètement dans une surréalité. C'est Édouard-Marie Gallet qui a très très joliment créé ce terme de surréalité. C'est vraiment ça. Ces gens habitent quelque chose qui est une surréalité, et tout ce qui est discordant va être rejeté, même pas perçu à la limite. Et s'il y avait besoin, exterminé d'ailleurs. Donc, pour en revenir à mon propos, c'est que quand on est homméopathe, on lutte depuis, dans mon cas, bientôt 40 ans, contre à la fois cette vision matérialiste de la médecine, servie pour servir les intérêts monstrueux des laboratoires, bien sûr, et en même temps contre cette folie de Pasteur de visualiser le germe comme l'ennemi. Mais les deux se sont magnifiquement entendus dès le départ, parce que vous comprenez, il était 1000 fois plus simple de dire l'ennemi est là. Vous voyez d'ailleurs la vision totalement folle et paranoïaque de dire le germe est l'ennemi. C'est une facette certainement très limitée des choses, de la réalité, et en même temps de pouvoir l'exterminer. Ça vous dit rien dans la notion messianiste, là encore, parce qu'il y a toujours une notion liée de pureté et d'impureté dans un tel système. C'est-à-dire que ceux qui sont les adeptes sont purs, et les autres sont impurs. Donc demain... vous verrez où on en sera avec l'histoire des impurs non vaccinés. Et donc, au lieu de dire, on ne tombe malade que parce qu'il y a, comme le disait Hippocrate, une constellation
de facteurs qui vont se combiner à un temps T donné chez un patient Y qui va à ce moment-là pouvoir présenter la maladie, on omet tout ça et on dit il faut le germe et on est malade. Pas une seule personne depuis le début de cette crise officielle n'a expliqué que, dites donc, si on n'est pas si mal en santé, on peut peut-être pas être malade vraiment du corona et encore moins mourir. D'accord, déjà les morts on les cherche, mais en plus de ça, cette notion absurde de la vieille médecine, c'est la notion de susceptibilité qui est complètement bannie. C'est-à-dire qu'à cause de Pasteur, et dans la folie qui suit tous nos infectiologues, tous ceux que j'ai connus, en tout cas, même les plus sympas d'entre eux, et il y en a heureusement, ils sont à peu près persuadés qu'il faut être en contact avec le germe, mais pas on tombe malade. Alors, vous savez bien que c'est démenti à des milliards de reprises. On a vu des conjoints, l'un était corona positif en train de tousser, de cracher ses boyaux, l'autre continuait de l'embrasser et il n'est pas tombé malade. Donc bien sûr, quelque part, c'est pas totalement faux, le germe joue un rôle. Mais il faut bien plus, et la susceptibilité est loin d'être à 100%. Et la médecine, ça consiste à ça. C'est que la susceptibilité, elle est le reflet direct de la santé. Et si la santé est bonne, il n'y a plus la susceptibilité, ou en tout cas, on ne peut pas développer le germe au point d'en mourir. Puis si vous poussez encore le raisonnement pervers que je suis, je vous ferai remarquer que les gens qui meurent sont des personnes âgées, qui elles-mêmes ne tiennent plus que par les ficelles, grâce à une médecine de merde, qui les agonie de traitement dans tous les sens. Et effectivement, dès qu'il y a le moindre petit souffle, la maison est tombée. C'est pas vraiment construit sur le roc, comme disait le Messie, d'accord? Et si on pousse la logique, on devrait dire, mais attendez, sur une médecine qui est scientifique et qui est si brillante que ça, normalement, plus on verrait le médecin, plus on devrait être en bonne santé, non? Donc logiquement, tous les vieux devraient bien se porter. J'ai pas vraiment eu l'impression de voir ça encore, non? Ou j'ai peut-être mal vu. Et vous commencez dès lors à rentrer dans la dimension de petit à petit comprendre que cette médecine qui est autoproclamée scientifique ne l'est en fait en rien parce qu'il n'y a aucune réflexion médicale du fait de la maladie. Tout ce qu'on a fait dans la médecine qu'on appelle aujourd'hui la médecine moderne, ça a été de prendre des découvertes de la physique et de la chimie pour tenter de les appliquer au corps humain dans l'espoir vain de bricoler la santé. Je vous ai laissé entendre qu'il y avait une susceptibilité pour tomber malade. Cette susceptibilité, elle est fonction de ce qu'on appelle le niveau de santé ou le niveau d'énergie du patient. Vous tous qui êtes ici, vous allez prendre l'exemple particulier qui est celui du vôtre exemple depuis l'enfance. L'homéopathie, elle consiste à simplement observer le fait de la maladie et à admettre depuis le départ qu'on ne pourra jamais comprendre le fonctionnement interne. Vous voyez, ça demande une dose d'humilité de dire que, contrairement aux autres, on ne se prend pas pour Dieu, mais on va dire il y a forcément un dérèglement interne, mais il ne nous est pas perceptible. Qu'est-ce que nous pouvons percevoir? C'est que quand on est malade, il y a des symptômes qui trahissent ce dysfonctionnement. Ces symptômes ils sont de différentes natures, ils peuvent être des subjectifs, c'est ce que vous ressentez. J'ai la vessie qui brûle, je ne peux pas le prouver, mais vous le dites, je peux vous croire. Il y a ce que le médecin peut voir, et il y a une troisième catégorie de symptômes très essentielle, c'est ce que l'entourage perçoit aussi. Et si on collige l'ensemble de ces symptômes, on va se rendre compte que toute personne malade est capable d'exhiber en fait une totalité de symptômes, une universalité de symptômes qui restent toujours ensemble. D'où déjà l'attitude totalement irrationnelle, non scientifique de la vieille médecine qui veut s'acharner sur un symptôme isolément. Quel droit on isole un symptôme alors qu'il y a une totalité qui est malade? Bien sûr, vous avez le droit aujourd'hui de me parler de votre migraine. Mais cette migraine, par exemple, on va gratter un tout petit peu, on va se rendre compte qu'il y a aussi, tiens, vous ne digérez pas le gras, comment ça se fait? Tiens, quand vous marchez, vous avez votre arthrose qui se réveille, pourquoi? Tiens, vous avez des insomnies, des angoisses. Vous voyez bien qu'il y a une totalité de symptômes. Et c'est donc parfaitement artificiel et anti-scientifique de vouloir soigner qu'un symptôme à la fois. Ça n'est absolument pas défendable. L'autre conséquence, c'est que s'il y a une totalité de symptômes qui est maintenue par l'organisme, il faut bien qu'en amont, quelque chose soit démonté. Et c'est là l'avance incroyable conceptuelle de Hahnemann, sur le fondateur, donc il s'appelait Samuel Hahnemann, sur toute cette médiocrité ambiante. Il a pensé, et c'est le seul postulat d'ailleurs qu'il fait dans toute la médecine, c'est au paragraphe 9 de son ouvrage magistral qui s'appelle L'Organon,
que j'ai eu l'occasion, bien sûr, de travailler pendant presque 40 ans, de traduire et de commenter. Ça nous fait 1000 pages aujourd'hui sur pratiquement 290 aphorismes. Bref, Hahnemann dit au paragraphe 9 que nous sommes maintenus en état de vie par une force vitale, dont le désaccordement, il écrit ça en 1840, dont le désaccordement génère les symptômes que nous appelons la maladie. Et à son époque, tout ça ne pouvait pas être compréhensible. On n'avait pas de dons, on n'avait pas d'énergie, on n'avait pas la moindre foutue notion de ce qu'il est en train de dire. Mais on était obligé d'admettre qu'il y avait un dérèglement d'énergie, donc non matériel, qui faisait que par ce désaccord, au sens de ton, il faut c'est au singulier, de ton sitar magnifique, quand il y a un désaccordement, ça va générer quelque chose d'anormal. Là où les autres étaient encore en train de saigner les malades, là où les autres, à la pitié salpêtrière, ils étaient très fiers de dire que cette année, ils avaient fait sortir 500 000 litres de sang. Là où leurs successeurs aujourd'hui vont injecter des milliards de tonnes de vaccins et d'autres produits dans les organismes humains, Hahnemann disait déjà que la maladie ne peut être qu'un désaccordement d'énergie. Et ce n'est qu'aujourd'hui, avec les découvertes quantiques et la composition de l'eau, enfin avec l'eau dont nous sommes constitués, nous sommes constitués d'eau, qu'on comprend mieux que, en fait, si médecine il peut y avoir, ce n'est qu'en administrant de l'eau modifiée qu'on pourra agir sur les organismes, et surtout pas le produit chimique qui ne touchera à peine que même pas 1% de ce dont nous sommes constitués. En observant la nature toujours, et sans vouloir du tout interpréter les choses, et j'en reviens à votre cas personnel, vous verrez que tant qu'on est jeune et avec assez d'énergie, l'organisme malade va parvenir à développer des symptômes qui seront physiques. Vous allez très vite comprendre que c'est vital pour l'organisme, s'il le peut, de maintenir des symptômes physiques. Par exemple, l'organe le plus superficiel, c'est la peau. Un peu plus bas, vous avez les muqueuses. Vous arrivez à me lire ? Les poumons, ouais, mais ils nous ont fait... Voilà. Les poumons, on peut prendre les intestins, le foie, c'est très simple, hein. C'est pas ordre d'importance. Pas ordre d'importance croissante. Alors, vous voyez, par exemple, tous ces bébés qui naissaient, parce qu'aujourd'hui, on ne les voit plus avec l'eczéma. Ils avaient de l'eczéma plein la peau. Et les dermatologues sont des grands pourvoyeurs de maladies chroniques, parce qu'ils ont l'organe malade sous la peau. C'est quand même le top, non? Vous l'avez là, sous la main, l'enculé, on va lui faire sa peau. C'est le cas de le dire. On a mis sur la peau, je crois, tout ce qui peut s'imaginer, et même au-delà, puisqu'on prenait de la momie égyptienne aussi pour mettre sur la peau et tout. On a absolument tout mis sur la peau. On a une prochaine amie dermatologue qui ne me contredira pas, j'espère. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que vous avez fini de taper sur cette seule manifestation isolée d'une totalité déréglée, l'organisme ne peut plus générer le symptôme qui n'était que le reflet externalisé d'un trouble interne, d'une dissonance interne qui est bien en amont et qui est d'ordre dynamique. La peau exite la peau. Suivant l'état dont vous héritez à votre naissance et votre prédisposition génétique, la prochaine étape, volontiers, ça pouvait être les poumons, par exemple. Ou la prochaine étape, c'est les muqueuses. Combien d'enfants ont vu leur eczéma aller mieux et puis commencer à faire des sinusites? Ou l'eczéma allait mieux et commencer à faire de l'asthme? Alors, comme il n'y a pas de relation évidente dans un monde, dans une visée totalement matérialiste, comme pour eux, il n'y a pas de connexion, on nie l'évidence, parce que ça ne rentre pas dans le cadre messianique, ce n'est pas dans le projet. Ça n'existe pas. Pourtant, vous aurez vu des légions d'enfants qui ont fait ce genre de troubles. Vous avez aussi volontiers la trajectoire dans d'autres types de maladies, je vais y arriver dans un instant. On a d'abord l'atteinte muqueuse qui existe avec des sinusites à répétition, qui vont être antibiothérapés, anti-inflammatorisés, tout ce que vous pouvez imaginer, même les trous, on va drainer ça chirurgicalement, etc. Et c'est pour ça que plus vous vieillissez en tant qu'homéopathe, plus vous percevez cette médecine comme de la barbarie à l'état pur, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Quand les muqueuses vont capituler, finalement il n'y a plus de sinusite. Ouf, ça va descendre volontiers d'un cran plus bas, je ne l'ai pas matérialisé là, mais c'est un petit peu dans le secteur ça se situe, c'est au niveau de la vessie. Ces femmes vont commencer à faire volontiers des histoires de cystite à répétition.
Je suis tranquille, je peux parier à 14 contre 1 qu'il y en a au moins une dans le tas ici qui a eu ça. Et lorsque ces cystites finiront par être maîtrisées par des tonnes de traitements à leur tour, parce que maintenant je crois qu'on peut mettre 6 mois sous Bactrim, je ne sais plus ce qu'ils font. C'est le vieux principe que si une baffe ne suffit pas, on met 2 baffes, et si 2 baffes ne suffisent pas... Généralement, dans ce cas-là, l'organisme finit par craquer encore d'un pas plus loin. À ce moment-là, on va avoir une inflammation générale et ça peut être volontiers une polyarthrite rhumatoïde qui va se développer pour des raisons tout à fait incroyables que Hahnemann a vues en avance encore avant tout le monde. C'est là que j'en arrive à la notion de miasme. Alors j'aime bien le mot miasme parce que ça fait chier les allopathes. Parce que vous voyez, c'est atrocement désuet le miasme. Tout de suite, on fait la bouche comme ça en disant « oh, il y a un miasme répugnant qui est là ». Et j'aime bien cette notion de miasme parce qu'elle est brillantissime de la part de Hahnemann. Et je vous résume la découverte qui est comprise par pratiquement aucun médecin qui croit donner de l'homéopathie à ce jour. Très peu de gens le comprennent. Hahnemann s'est rendu compte que de nombreuses maladies chroniques étaient dues au fait qu'il y a un agent infectieux. Alors, on va rester subtil. Alors, quand je parle par exemple du coronavirus, il y a sa forme matérielle incarnée, si je peux dire, en tant que virus. Vous avez des parois du virus, du machin, mais il laisse de manière certaine dans les organismes une empreinte énergétique à laquelle il correspond. Et pour arriver à avoir un petit concept de ça, on est obligé d'arriver à des niveaux vraiment quantiques. Cette empreinte reste dans les organismes, se transmet génétiquement, et aujourd'hui on comprend mieux pourquoi, parce qu'en fait la génétique ce n'est pas que le gène qui va se transmettre, c'est aussi l'eau dont nous sommes constitués qui va être transmise comme message. Le professeur Marcari a montré qu'avec l'eau qu'on a juste autour des cellules, je répète bien, avec notre eau qui est extrêmement structurée autour des cellules et qui interagit avec des photons partout, enfin, c'est un truc, c'est inimaginable, eh bien cette eau peut largement stocker en qualité haute résolution, en qualité HD, chaque fraction de seconde de notre vie, et on peut l'enregistrer dans les cellules avec de l'eau. On peut stocker toute cette information, et bien au-delà encore. D'accord ? Alors vous pensez bien que c'est pas parce qu'il y a une paire de gènes qui vont se faire des bisous que ça va nous gêner. Nous, on est bien obligé de constater, par exemple, l'hérédité de tuberculose. La tuberculose, on n'en guérissait pas, c'était une maladie qui finissait par vous tuer. Et lorsqu'on a des gens qui ont eu la tuberculose, dans la descendance, on se retrouve avec des symptômes très clairs qui vont caractériser cette descendance. Et la seule idée qu'on peut se faire par là, c'est qu'effectivement, il y a le miasme tuberculeux, c'est-à-dire l'empreinte énergétique, si je peux dire, de la tuberculose, qui reste dans les organismes et qui se transmet à la descendance, développant ainsi toute une série de symptômes et ouvrant la porte à la maladie chronique, qui sera de nature tuberculeuse. Ces gens-là, par exemple, je suis sûr que vous en connaissez, alors je vais essayer de vous faire un portrait. Hahnemann a ainsi fondé l'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude de grandes populations pour voir quels étaient les grands types de malades qu'on pouvait constater. Ces gens tuberculeux, ils ont quelque chose de caractéristique, c'est qu'ils sont très instables. C'est-à-dire que la routine les suffoque littéralement. Vous voyez là encore la relation entre l'état mental et l'état respiratoire. Et ils ont toujours besoin de changements, de nouveautés, ou comme on dit en français, d'entertainment. Il faut sans arrêt qu'ils soient soyez les bienvenus. J'ai essayé de parler le plus lentement possible, mais... Et vous verrez souvent ces gens, dans leur instabilité, être obligés de changer d'emploi très fréquemment, ou de déménager, ou de voyager. Et en même temps qu'il y a une immense sensibilité qui fait qu'ils réagissent là où les autres ne voient pas. Ils sont touchés par la beauté, l'harmonie des choses. Ça fait souvent des artistes. Et vous voyez, ici, il y a un profil très particulier qui se dégage, avec, quand ils sont encore en bon niveau d'énergie, capables de tomber fréquemment malades de manière répétée, des rhumes à répétition, des otites à répétition. Combien d'enfants tuberculeux j'ai soignés, je ne vous dis pas. Et lorsque ce miasme se déchaîne, on va avoir, là encore, la facilitation de la propagation vers des organes toujours plus profonds au niveau physique. Là, par charité, je suis resté au niveau physique.
Et ce qui va se passer, ce qu'on voit ici, c'est que le miasme tuberculeux est celui qui est le plus prompt à réagir de manière rapide. Les gens se dégradent très vite. Et ça nous aide vraiment de manière immense à sélectionner un médicament. Et je n'ai pas encore parlé de pourquoi on sélectionne un médicament. Punaise. C'est tout à fait le contraire du miasme psychotique. Le miasme psychotique, ça vient du mot fiqh en arabe, et fiqh, ça veut dire une excroissance verruqueuse, les verrues par exemple. Hahnemann a remarqué que, à son époque, j'ai lu ses cahiers à Paris, il a fait 10 gros volumes d'observations, j'en ai lu que 3 parce que c'est un enfer à lire, en microfiche, et Hahnemann voit un musée des pathologies dans lequel on est en train de revenir, puisqu'on ne peut plus hospitaliser les gens entre nous. Et entre autres, il y avait des gens qui avaient leur goutte militaire. Vous savez ce que c'est la goutte militaire? La goutte militaire, c'est que nos braves militaires en tenue, hein, c'est très séduisant pour les femmes, il paraît, non, les uniformes, non? Astrid, ça ne te fait pas craquer un uniforme? Ouais, mais tu n'es pas une femme que les autres aussi. Bon, on va. Les uniformes chatoyants, tout ça. Et donc, ces messieurs avaient l'habitude de s'infecter la zigounette, c'est normal. Mon regretté grand-père avait quand même chopé, par exemple, 30 fois une chaude pisse dans les bordels d'Istanbul, quand même, il faut le dire. Et Hahnemann, toujours en observant, avait constaté que quand l'écoulement urétral s'arrêtait, alors s'arrêtait par charité chrétienne, je ne vous explique pas ce qu'on leur faisait subir à cette pauvre zigounette, donc là encore, le bon vieux raisonnement métagaliste, et que, vu que c'est infecté sur la zigounette, dans le canal, je vais t'injecter là-dedans tout ce que je peux imaginer. Et au bout du compte, il n'y avait plus d'écoulement. Et typiquement, on utilisait le nitrate d'argent pour ça, pour cautériser. Eh bien, ces gens-là, jamais n'allaient mieux. Mais au contraire, ils commençaient à se plaindre de tas de problèmes chroniques de rhumatisme. Il y avait tout un tableau psychologique qui était à base, je dirais, de ralentissement des pensées et de pensées obsessives. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que ces caractères psychotiques sont très facilement greffés par la vaccination. En même temps que ça va générer de nombreux troubles métaboliques, plus une tendance à l'obésité. Donc, on voyait nos enfants qui aujourd'hui naissent de plus en plus cons et tarés, qui vont être obèses, obsédés par des idées délirantes. Moi, j'en ai vu un, là, le gars, alors il vous explique que le matin, il faut qu'il prenne son beurre et il va être obligé de tartiner sa tartine pour que le beurre recouvre exactement sa tartine. Voilà. Vous imaginez à quel niveau on en arrive? Là, ce n'est pas les Francs qui sont venus se battre aux côtés de mes ancêtres pour faire les croisades, je vais vous dire. Hein. Les mecs... Voilà. Et donc, ça, c'est un état psychotique déjà très aggravé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est plus du tout dans le contexte physique. C'est-à-dire, en fait, l'organisme arrive dans un tellement mauvais niveau d'énergie qu'on a déjà le pôle émotionnel qui va être attaqué. Alors, sur le plan émotionnel, vous avez d'abord l'irritabilité. Vous avez ensuite la dépression, l'anxiété, les phobies. Je m'excuse, c'est dans ce sens-là plutôt, l'anxiété d'abord, les phobies. Les idées obsessionnelles sont là aussi. Et puis ensuite, éventuellement, les idées suicidaires. Ça, c'est le pôle émotionnel. Alors, l'organisme et la force vitale, en fait, se comportent en bon généralissime. Si les combats peuvent être maintenus sur les remparts périphériques, ben, tant mieux. Mais la vieille médecine, dans sa stupidité, confond le fait qu'il n'y a plus de combat sur un rempart avec la guérison. C'est juste que l'ennemi est déjà passé. Vous pigez ou je veux en venir? Ça veut dire en réalité que quand on avait ces enfants dont on soignait la peau et qui commençaient à développer volontiers une affection pulmonaire avec à ce moment-là de l'asthme ou des bronchites à répétition, on voyait déjà que l'état émotionnel était altéré. Ils avaient un tempérament qui commençait à se perturber et puis ils commençaient à avoir des anxiétés très nettes. Mais aujourd'hui, vous avez des enfants qui rentrent déjà dans le domaine obsessionnel et toute la pathologie est tellement concentrée là que vous pouvez être tranquille qu'il n'y a pratiquement aucune chance qu'ils aient la moindre pathologie superficielle physique.
Les derniers résistants sont ceux qui vont arriver à nous faire un truc physique important, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire par exemple déjà des migraines, donc ça affecte directement le système nerveux central, assorti éventuellement un petit état dépressif, quelques obnubilations, tout ça. Et quand vous n'aurez même plus la possibilité, alors vous comprenez que je suis schématique, parce que l'organisme va choisir, s'il le peut, de stocker tant de pourcentage ici, tant de pourcentage là, et puis après, vous allez avoir l'état mental qui va être affecté, avec la compréhension, plus ou moins le délire, et la paranoïa, évidemment, et la démence. J'attire votre attention sur le fait que de très nombreux ex-déprimés, qui ont été brillamment traités à coups d'antidépresseurs, M. George Bush d'ailleurs avait ses actions dans le Prozac, finissent tous déments, parce que là encore, à force de réprimer le stade crépusculaire de dépression, vous finissez par pousser tout le monde dans la démence. Tout ça pour vous développer deux choses, c'est que l'homéopathie nous montre que si on veut se sortir d'affaire, si les patients représentent une totalité de symptômes, les drogues qu'on va utiliser elles-mêmes représentent une totalité. Chaque fois que vous allez prendre une drogue dans l'organisme, elle va produire un tableau particulier suivant la susceptibilité individuelle qui va l'exprimer, mais on va avoir là encore une universalité, un ensemble de symptômes qui se manifestent. Il y a une totalité de symptômes. Ce que la médecine a l'arrogance d'appeler les effets secondaires, c'est rien d'autre que le reste des effets de la drogue. Et vous voyez là encore à quel point on est non scientifique dans tous les bouts. Et donc l'homéopathie, ça consiste à faire concorder le phénomène du patient avec le phénomène du médicament, et c'est là seulement qu'on assiste à une guérison. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça qu'il y a un nom, ça s'appelle l'homéopathie, mais c'est l'unique résolution d'une équation qui est posée en ces termes. C'est pour ça aussi, du coup, que vous comprenez qu'il y a un médicament X qui avait fait du bien à Paulette, qui dit « Oh, chérie, essaye, ça m'a fait tellement de bien », et puis l'autre, elle essaye, et elle tombe malade comme une bête, je ne le supporte pas. Justement parce que la totalité de la substance était en bonne interaction, relativement par coup de bol, avec la totalité de la personne, mais que ça n'a pas du tout convenu à la totalité de l'autre personne qui l'a pris. Réciproquement aussi, vous voyez que c'est le fait exact de toute science qui se définit comme la compréhension de deux séries de phénomènes reliés entre eux par une loi. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, vous avez enfin une médecine qui devient scientifique. Comprenez bien que je ne conteste pas toutes nos découvertes en physiologie, les progrès chirurgicaux quand ils sont nécessaires ou de diagnostic. Mais je vous dis que pour l'application thérapeutique, eh bien, la révolution totale doit être faite, n'a encore jamais été entreprise. Et vous avez du coup, grâce à ça, matière à être prédictif même. Quand j'ai vu les premiers cas de coronavirus, avec 2 ou 3 symptômes caractéristiques inusités que présentaient les deux premiers malades, j'ai déterminé le médicament probablement de l'épidémie. Et ça a été contrôlé par une centaine de mes étudiants. À chaque fois, ils donnaient ammonium carbonicum, et à chaque fois, les gens répondaient magnifiquement bien. Ça permet du coup de rentrer dans la dimension économique de l'homéopathie. Vous comprenez que ça n'intéresse personne de soigner avec de l'eau, parce que justement c'est gratuit, et que c'est la seule façon pour que ça fonctionne. Parce que comme je vous l'ai dit, pour les retardataires, on n'a que 99%, 99% d'eau qui nous constitue. Si on compte par les rapports molaires, bien sûr. Et donc la seule médecine qui se conçoit, c'est celle de l'eau, tandis que la médecine chimique qui touche à peine 1% de chimique dont nous sommes constitués, ça ne peut pas vraiment aller loin. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là ? Par conséquent, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que plus la médecine classique est là, plus elle va mener la société entière à la folie. En ne permettant pas l'expression des symptômes physiques, elle va pousser chaque malade un peu plus loin dans le domaine de la dépression, puis de la démence. C'est une simple question de temps. Kent le disait déjà en 1912. Il était désespéré de voir ça. Et les miasmes qui sont déchaînés sont le miasme psychotique en priorité avec la vaccination, avec des gens de plus en plus gras, obésifiés, lentouillés, obsessionnels. Et malheureusement, il y a l'autre miasme encore plus terrifiant qui est le miasme syphilitique. Alors on l'appelle comme ça parce que, historiquement encore, Hahnemann a observé que quand il y avait une régression de l'ulcère sur la verge avec les ganglions, eh bien, on ne guérissait pas de la syphilis et elle finissait par avoir un impact neurologique.
le bon général Gamelin, qui commandait les forces françaises à l'époque, le généralissime Gamelin, était au dernier stade de la syphilis. Ça n'aide pas hein, pour avoir une vision claire. Et cette syphilis se transmet là aussi sur un plan dynamique, subtil, à la descendance. Et ce qui est caractéristique dans l'état syphilitique, je pense que tous les grands dictateurs, par exemple, ont une perturbation typiquement de nature syphilitique. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de voir un juste milieu, mais tout est blanc ou noir. Vous avez sûrement rencontré des gens comme ça. Et c'est assez proche de la tuberculose, qui peut elle-même finir par se dégrader en état syphilitique. Hein. Vous voyez que je prends des mots qui sont des étiquettes, hein, parce que on peut devenir, on l'est aujourd'hui très souvent par l'abus d'alcool. Les gens qui sont alcooliques, vous les voyez aussi, ils ont tous cet état syphilitique, c'est-à-dire qu'ils deviennent oiseaux de nuit. Une des très belles incarnations, c'était le regretté oncle Adolphe, qui vivait la nuit, qui convoquait les gens à 4h du matin, à 3h du matin, etc., qui vous dormez plus, etc., avec un des signes les plus clairs, c'est la peur de se souiller. On ne serre plus la main, on va se laver. Ça vous dit quelque chose par rapport aux gens qui rentrent dans les bus, tout ça? Donc, tout ce qui nous arrive et qui nous explose la figure aujourd'hui a été savamment généré, couvé avec amour par une société détruite, défoncée, laminée par la médecine classique. Ça. Donc je fais très bref, parce que je crois que mon cours sur la syphilis prend une trentaine d'heures, mais bon, voilà. D'accord. Mais donc, le problème est que, bien sûr, tant qu'on n'aura pas un traitement homéopathique de la société, on ne va assister qu'à son auto-destruction, qui est fortement programmée. Depuis le premier instant, où devant l'énorme coup de pied au cul qu'a reçu la médecine classique pendant le 19e siècle, avec le développement de l'homéopathie, manque de bol pour nous, il y a eu le développement de l'industrie pétrochimique. Rockefeller a tout de suite compris qu'ils allaient faire un fric fantastique en contrôlant la médecine, parce qu'ils ont mis au point dans les distillations des drogues qui étaient déjà très puissantes. Et Rockefeller a dépensé la somme actuelle, l'équivalent actuel, d'à peu près 200 milliards de dollars pour acheter tous les boards des universités médicales américaines. Le tout à coup de philanthropie, comme disait cher Bilou. J'ai rendez-vous avec lui demain. Et qui ont créé le modèle habituel de l'industrie, c'est-à-dire que tous les hôpitaux qui ne pouvaient pas s'aligner sur la norme, eh ben, il fallait les faire fermer. Ils ont commandité pour ça un type qui était un brigand notoire, qui s'appelait Flexner, et qui a écrit le rapport Flexner, qui permettait de savoir si une école était scientifique ou pas, à la mesure, bien sûr, de ce qu'il voulait. Et je vais vous dire, le comble du comble, c'est que Rockefeller père, le fondateur, était soigné et suivi par un médecin homéopathe qui était l'un des plus brillants de tous à New York, le docteur Eugène Austin, qui était de sang indien. Il faudra un jour que je vous montre la photo, le mec, vous l'imaginez avec son calumet, c'est quelque chose. Et donc Eugène Austin le guérissait, le traitait brillamment, mais ils ont fait leur business en détruisant la médecine. Il y avait environ 200 hôpitaux homéopathiques à la surface des États-Unis. Les mortalités étaient de l'ordre de 3%, là où les autres, ils avaient quand même juste 30% de décès. Et tout ça a été exterminé joyeusement au nom du fric. Et aujourd'hui, vous voyez, nous en sommes. Donc vous comprenez maintenant l'éclairage d'un homéopathe. J'espère que vous commencez à comprendre pourquoi ça me fout la gerbe. Et comment on va s'en sortir, j'ai pas encore vraiment d'idée là-dessus. Donc, ce qui est des découvertes, je dirais, comme l'ARN messager, ça faisait un petit moment qu'ils en parlaient. L'ARN messager, c'est une avancée majeure pour l'industrie, parce que ça va leur permettre à bas coût, enfin à bas coût, c'est pas le pétrole, je comprends, à coût modéré, de faire fabriquer par notre propre organisme les protéines qui seraient trop chères à synthétiser. C'est ça le pompon, c'est qu'en plus, non seulement c'est expérimental, mais c'est pour faire des économies au labo. Donc, moi j'imagine le prochain vaccin à coup d'ARN messager qui va me faire du Viagra dans mes cellules. Pour un homme, c'est le top. Bondaison permanente. C'est ça le progrès, non? Ou j'ai pas bien compris, non? Etc., etc. Donc l'idée, c'est que ça ouvre la porte à une riche industrie qui va certainement pas s'arrêter là. Et je sais pas trop ce qu'on fera avec les survivants, quoi. C'est ça qui est sympa.
Si vous m'avez suivi jusque-là, vous comprenez donc les raisons de mon pessimisme, alors que tout le monde qui me connaît dira que je suis un optimiste. Je devais être un des derniers à Byzance à me battre encore. Et pour vous dire du coup que on est devant un tournant, je pense, qui m'évoque, vous savez, un goulot d'étranglement, un petit peu comme les pièges à homards. Il n'y a pas de marche arrière possible. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est telle que non seulement il n'y aura pas, mais je ne souhaite pas qu'il y ait de retour à la norme d'avant. Parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la faillite, mais à tous les plans. Vous avez une faillite des soi-disant élites autoproclamées qui vous ont trahis. Et pour ça, vous, les Européens, vous n'avez pas encore la moindre idée de ce que c'est d'avoir un gouvernement qui bosse contre le peuple. Soi-disant élu par le peuple, mais qui bosse contre le peuple. On commence à avoir une idée, hein. Ouais, mais nous, les Arméniens, on s'est tapé ça 8 siècles, quand même. C'est aussi la faillite totale de la démocratie. Et aujourd'hui, j'écris la démocratie, DEI, démos, la terreur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, on a un gouvernement qui ne repose plus que sur la peur qui est insufflée aux gens. On a demandé au regretté Göring, comment ils avaient fait pour mettre les Allemands au pas. Il a dit, mais c'est très simple, il suffit de leur faire peur. Il a dit ça à Nuremberg. L'autre chose qui est ressortie de Nuremberg, et que je me fais un malin plaisir de demander aux flics quand je peux, chaque fois que je les croise, c'est, vous avez entendu parler du procès de Nuremberg? 9 fois sur 10, non, ils ne savent pas ce que c'est. Le procès de Nuremberg, c'est top, c'est pas de problème. Et là, les mecs, ils ont dit, mais on avait des ordres. On les a pendus quand même. Aujourd'hui, ça m'intéresse aussi de savoir combien de flics ont reculé à l'idée de venir vous emmerder pour pouvoir rajuster votre putain de masque sur la figure. Très intéressant, quand même. Vous imaginez la carrière globale, les mecs, ils viennent pour défendre l'ordre et la justice, et ils sont là pour emmerder les braves gens à porter leur masque. Quand même, personnellement, j'aurais un peu de recul, je m'inquiéterais. Donc vous avez cette faillite totale de la démocratie, qui a commencé à mes yeux le jour où on a eu Bernays. Qui connaît Edward Bernays? Ah ouais, je vois que... C'est pas la sauce Bernays. Edward Bernays, en profitant du fait qu'il était le double neveu de Freud, c'est normal parce que dans un milieu juif restreint, on copule entre ce qu'on peut, et s'il faut sauvegarder la pureté de la race, comme disait l'autre, et on se retrouve à comprendre qu'en fait, la démocratie a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle va permettre de se justifier derrière le peuple souverain. Il y a un homme non moins extraordinaire que je vous recommande d'étudier qui s'appelait Henri Guillemin. Vous avez sûrement entendu parler de cet historien, immense historien Henri Guillemin, qui, je crois, dans l'un des épisodes de la Commune de Paris, explique que justement, lorsque vous avez un roi qui dit quelque chose, on peut contester parce que c'est un mec qui parle, un seul type. Tandis que là, quand vous avez des gonzes qui ont été élus par la populace, qui prennent une décision, ah ben attendez, vous les avez élus, c'est le peuple qui parle, vous n'avez plus rien à dire. C'est une des pires formes de dictature, à mon avis, qu'on a jamais instaurée. Et aujourd'hui, on en porte les fruits. Quand la masse en question est manipulable comme des enfants de 3 ans, à peu près, parce qu'on va justement intervenir sur les circuits les plus limités, qui sont ceux du cerveau reptilien, la peur. Hein, ça va débrancher le cortex et nous ramener à notre niveau le plus primitif de j'ai soif, j'ai faim, je veux baiser ou j'ai peur. Voilà, c'est juste à ça, c'est le lézard. Il y en a certains qui sont déjà à ce niveau-là. Et donc, où je voulais en venir, c'est que Bernays nous a montré qu'on pouvait arriver à faire changer d'opinion radicalement une nation comme l'Amérique, qui était résolument isolationniste et qui a décidé d'entrer en guerre en 1914, pour la Première Guerre mondiale. On les a complètement fait changer d'avis. C'était Bernays. Bernays a aussi expliqué pourquoi il était bon que les États-Unis interviennent au Guatemala, parce que ces enfoirés voulaient juste planter des patates dans leur champ et que ça gênait la générale, je ne sais plus comment elle s'appelait, l'United Fruit, merci. Et puis on leur a roulé sur la gueule au nom de la démocratie, etc. Donc, à partir de là, ceux qui n'avaient pas encore compris que la démocratie, c'était un vain mot, la notion de fabrication du consentement était obtenue brillamment aujourd'hui, je dois dire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour mes ennemis. Je trouve que ça fait chier que je sois du mauvais côté. On va être des perdants, mais bon.
on va se battre. Et je trouve absolument génial le plan qui se développe sous nos yeux. C'est aussi la faillite totale de la médecine. Alors déjà, parler de la faillite de l'allopathie, c'est aussi une forme de pléonasme. Mais on va jusqu'au bout de la logique meurtrière du truc, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, comme je vous l'ai expliqué, on n'a plus les augures avec Augustos, ça veut dire l'augure aussi, hein, c'est la même racine. Et donc, dans cette notion d'augure, au lieu de lire les entrailles des poulets, maintenant on fait parler un comité d'experts autoproclamés pour justifier les décisions gouvernementales. C'est vraiment génial. Et, ça a commencé, cette affaire, c'est pour vous dire l'intrication de la médecine et de la politique, ça a commencé quand on a commencé à faire la vaccination. C'est-à-dire la vaccine. Le mot vaccine devrait déjà vous inciter à vous méfier, parce que on dit en espagnol combe de burro, combe de vaca. Ça vient du mot vache. Ça m'a dit de la vache. C'est le cowpox, qui, selon Jenner, permettait, s'il était contracté, de ne pas attraper la variole. Et ça avait fait rire quand il avait dit ça devant un parterre comment on appelle ça, de vétérinaires qui savaient très bien qu'il y avait plein de gens à leur connaissance qui avaient contracté le cowpox et qui avaient quand même eu la variole, bien sûr. C'était là encore une forme d'homéopathie abattardie. C'est là qu'est pour la première fois née la notion de risque qu'on va pouvoir exploiter. Vous savez d'où vient le mot risque ? En arabe, ça s'écrit comme ça. Voilà. Ça, c'est le mot risque. On prononce, c'est un K comme ça, c'est un K ouvert. En gros, ça veut dire, c'est une notion c'est la part de Dieu qui revient à l'homme. Ça a été développé au départ par des banquiers lombards, à partir du mot arabe, pour expliquer le risque qu'on avait qu'un bateau coule en mer. Et après, on est arrivé à la notion de risque de dire, si je te fais le vaccin et que tu claques, il y avait environ 1 sur 200 qui en mourraient. C'est à peu près la mortalité du coronavirus entre nous. Et alors, ce qui est assez savoureux, et c'est pour ça que j'incite chacun à travailler l'histoire, parce que si on ne connaît pas l'histoire, on est condamné à la revivre. Il faudrait que ça rentre dans le cerveau, bordel. Donc, pour ce risque de 1 pour 200, on a vacciné en masse la population en disant, pour la première fois de l'histoire, la population était née. Jusqu'à présent, c'était des sujets. Et quand il y a eu la notion de risque qui est apparue, eh bien, on a dit, c'est magnifique, ça devient une entité statistique sur laquelle on va pouvoir faire des calculs statistiques. Et aujourd'hui, pour le même risque, du coup, on va cloisonner et mettre tout le monde en résidence surveillée. C'est quand même assez amusant. Et la dernière faillite que je voulais vous souligner, bien sûr, c'est la faillite totale de la société. Hein. Vous avez vu, il y a quand même un intérêt quelque part à détruire toute la classe moyenne. Et là, ceux qui ont étudié l'implantation du communisme devraient être alertés. Parce que pour ces gens qui font de la modélisation, de l'ingénierie sociale, quand ils ont commencé à exterminer les koulaks, par exemple, Lénine a été suffisamment malin au début pour leur donner les terres. Les gens étaient contents, ils étaient pour les bolcheviks, on leur donnait de la terre, c'était le bonheur. Et après, il a dit, il faut les exterminer, faites-les crever de faim, etc. Vous avez c'est juste abominable, ahurissant, le double langage. Et aujourd'hui, il doit y avoir un sens profond et parallèle à ce que nous vivons, à ce qu'on a vécu dans les pays qui ont basculé d'un instant à l'autre dans la dictature communiste. On se rend compte que peu de gens soupçonnent que notre situation peut, comme l'eau qui bout, basculer d'une seconde à l'autre, elle aussi, dans une dictature complètement avérée, et avec des comités de répression, des comités de salut public, avec tous les idiots utiles qui vont vous dire comment vous n'êtes pas vacciné, vous ne portez pas le masque, on vous déporte en Sibérie. Donc voilà, ce que j'avais à vous dire, c'est que je redoute que notre ami Bruno Riondel ait raison en disant qu'on est en train d'assister à une prise de pouvoir planétaire d'une organisation que je ne connais pas, mais qui existe fatalement. Pour la même raison qu'il y a une totalité de symptômes, il y a forcément quelque chose qui génère cette totalité. Aujourd'hui, s'il y a un minimum de cohérence à tout ce qu'on voit, il y a quelque chose derrière que j'ignore exactement. Mais on peut se douter que la Chine constitue un modèle pour ces gens, à savoir l'assemblage complètement, j'ai le mot en anglais, mongrel, comme on dit. Mongralism, c'est quelque chose qui est un monstrueux abattardissement contre nature de la fusion entre le capital et le communisme.
Et le parti chinois, il réussit très brillamment. Ce qui va nous amener, je pense, à une forme d'oppression comme on ne l'a pas encore connue sur la surface du globe. Et j'espère que la seule manière de faire, ça va être qu'on soit assez nombreux pour faire le coup de poing, parce qu'il y a trop de gens qui pensent encore innocemment qu'en allant faire des recours en justice, ça servira à quelque chose. Si l'article de Die Welt est exact et que le gouvernement allemand a commandité une étude pour valider ces mesures répressives, c'est certainement pas avec des pétitions qu'on va y arriver. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on a eu beau faire des pétitions en France en 1944 pour demander aux Allemands de rentrer chez eux, ça n'a pas fonctionné. Ça m'a pas semblé. Et il faudra donc que des gens armés de courage fassent couler le sang. Il n'y aura pas d'autre façon d'y arriver. Et je pense malheureusement qu'une très grande partie de la population va rester cette masse inerte parce que ça ne les intéresse pas. Je m'efforce de ne pas juger. C'est vachement dur d'être chrétien. Putain, je préférais les buter tous comme des autres. Et je pense qu'il faut qu'il y ait quelques pourcents de gens décidés pour faire basculer les choses, de la même manière que eux, ce ne sont probablement que quelques pourcents à plonger la planète dans ce délire, ce drame total. Et j'espère qu'une fois que le bon côté aura gagné, on pourra faire un immense Nuremberg à ciel ouvert, parce qu'on a de quoi les convaincre de complot contre la paix, de complot contre les peuples, de complot contre la société, et de complot contre la santé. Je pense qu'avec ça, il y a quand même ce qu'il faut pour les pendre. J'espère qu'on ne montera pas de corde, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Mais que ce soit depuis les plus hauts cachés là-bas, jusqu'aux politiques qui sont plus ou moins conscients ou inconscients, le juge d'instruction déterminera devant les jurés. Je pense que ça fait quand même beaucoup de monde à nettoyer. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y aura pas de retour en arrière. Soit le peuple gagne et on assiste à la pendaison de ces salauds, soit c'est nous qui allons lamentablement faire partir des premiers convois. Voilà ce que je vais vous dire pour ce soir.